Vous travaillez tous les jours, vous recevez une rémunération. Mais êtes-vous vraiment un salarié ou simplement un prestataire de services sans le savoir? C'est un fait. Beaucoup de travailleurs au Congo signent des contrats sans toujours savoir ce que cela implique réellement. Pourtant, selon le type de contrat que vous signez, les droits, la protection sociale et la sécurité de l'emploi sont totalement différents. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer simplement la différence qu'il y a entre un contrat de travail et un contrat de prestation de services en droit congolais, identifier les critères essentiels de la distinction et vous donner des clés pratiques afin que vous évitiez les erreurs pour les travailleurs ou des abus en tant qu'employeur. C'est une émission unique, spéciale, utile pour comprendre avant d'aller signer un contrat quel qu'il soit. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au podcast des juristes, le premier podcast animé par des juristes congolais. Ce soir, nous avons le privilège d'accueillir monsieur Lenny Babela, juriste congolais, spécialiste en droit des affaires. Alors bonsoir monsieur Lenny Babela. Bonsoir monsieur Mbikerman. Bienvenue à vous et nous sommes contents de vous recevoir sur ce plateau. Moi de même de vous honorer de ma présence en ce jour. Ok, merci beaucoup. Alors on commence tout de suite avec notre émission, donc en posant directement la question. Pour commencer simplement, qu'est-ce qu'un contrat de manière générale en droit et pourquoi est-ce que le contrat est si important dans des relations professionnelles au Congo? Avant tout, il faudrait dans un premier temps définir ce qu'on appelle par le contrat, Oui. qui selon l'article 1101 du Code civil français, de préférence après révision de 2016. Le contrat est défini comme un accord de volonté ayant pour objet de créer, modifier ou éteindre des obligations. Et dans le cadre de la sphère congolaise, et notamment dans le cadre professionnel, il est très important car le contrat est non seulement un facteur de sécurité, non seulement pour l'employeur, mais également pour le salarié ou pour toute autre personne qui peut être un prestataire, pour ne pas parler d'entrepreneur. Et c'est donc un élément qui permet non seulement de sécuriser économiquement toutes les parties au contrat, que judiciairement pour des besoins de preuve, dans un besoin de formalisme et de tout autre. Ok, merci beaucoup. Donc le contrat, vous l'avez défini tenant compte de l'article 1101 du Code civil français, donc après la révision, la réforme plutôt de 2016, comme un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Et vous avez dit que le contrat, en réalité, dans le monde professionnel, vise la sécurité pour l'employeur, mais aussi pour le salarié, une sécurité qui peut être économique. Donc c'est très important, vous avez dit pour le salarié, mais aussi vous avez soulevé l'expression prestataire de service. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on entend par contrat de prestation de service? Par contrat de prestation de service, si on s'en tient à une jurisprudence française, notamment du 19 février 1968, en sa première chambre civile, on définit un contrat de prestation de service ou encore un contrat d'entreprise comme étant un accord de volonté par lequel une personne s'engage à exécuter une tâche pour autrui en toute indépendance en contrepartie d'une rémunération. Donc, une personne s'engage à travailler pour autrui. En toute indépendance. En toute indépendance. C'est très important ce mot. Oui. Et on dit en contrepartie d'une rémunération. Ça, c'est le contrat de prestation de service. Oui. Mais quelle est la définition alors du contrat de travail? Si la prestation de service voudrait qu'on exécute un travail pour autrui tout en étant indépendant et en recevant en contrepartie une rémunération, autrement dit salaire, quelle est la définition que vous donnez du contrat de travail? Le contrat de travail se différencie également du contrat de prestation de service, en ce sens que le contrat de travail, dans un premier temps, ne laisse pas l'exécutant une certaine sphère d'indépendance. Et donc, si on s'en tient à l'article 26 du Code du travail congolais, on dirait que le contrat de travail est un accord de volonté par lequel une personne s'engage à exécuter une tâche sous la direction et sous l'autorité d'une autre personne qui, elle, à son tour, s'engage à payer une rémunération appelée salaire. Donc, c'est une personne qui s'engage sous la responsabilité ou la direction d'une autre personne. Là, c'est très important. Là-bas, vous avez dit, on est indépendant. Donc, on travaille pour une personne tout en étant indépendant. Alors qu'ici, on travaille sous la direction d'une personne. Et
une personne qui va s'engager à nous verser une rémunération et nous allons nous engager à exercer ou à exécuter un travail déterminé. C'est ça. C'est très important en termes de différence. Donc là, il y a l'indépendance d'un côté. Donc d'un côté, il y a l'indépendance. Il y a un travail, mais il y a une indépendance pour le travailleur. De l'autre côté, il y a subordination ou direction. C'est-à-dire qu'on va travailler sous l'autorité d'une personne, donc sous sa direction. Alors, pourquoi est-ce qu'il est essentiel de faire une distinction ou une différence entre ces deux types de contrats au Congo en réalité, ces contrats professionnels? Nous avons dit qu'il y a l'indépendance, il y a la rémunération, il y a la subordination ou la direction. Bon, je prends l'expression subordination parce que c'est cette expression qui me vient à l'esprit. Et donc, direction, on est sous la direction d'une personne et on reçoit une rémunération. Donc, une personne nous offre une tâche. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire, important, essentiel de distinguer ces deux contrats dans la vie professionnelle? Je dirais qu'il est essentiel de différencier ces deux contrats, notamment professionnellement au Congo, parce que le choix qu'on a de conclure soit un contrat de travail ou un contrat de prestation de service a des effets non seulement sur la sécurité sociale, mais tant sur le plan fiscal également. Parce que aujourd'hui, si on a un contrat de travail, c'est-à-dire qu'il y a un lien de subordination entre l'employeur et le salarié, cela oblige alors l'employeur à verser à la sécurité sociale une certaine somme, notamment qui vont souvent jusqu'à 22,25% du salaire de base du salarié. Ah bon? Oui. Et notamment, nous avons donc des assurances maladie et professionnelles et des assurances pension et tout autre. Or que dans le contrat de prestation de service, l'exécutant, pour ne pas dire l'entrepreneur, lui travaille en toute indépendance et donc l'employeur, à ce moment-là, on n'est pas en face d'un employeur, mais on est en face d'un maître d'ouvrage qui donne donc une tâche à l'entrepreneur. Il n'a pas l'obligation de l'enregistrer à la sécurité sociale, mais aussi il y a plusieurs autres faits qui peuvent s'atteler à cela, notamment fiscalement, sur le paiement de l'IRPP, dont nous voyons le salarié, lui... L'IRPP, c'est quoi? L'IRPP n'est autre que l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Oui, personnes physiques, oui. Impôt sur le revenu des personnes physiques. Oui. Et donc, pour le salarié, à ce moment-là, le salarié rentre dans la catégorie des traitements et salaires, alors que l'entrepreneur ou le prestataire, lui, à ce moment-là, est dans cette catégorie qu'on appelle en droit fiscal par le fourre-tout ou encore les BNC, ce qui est le bénéfice non commercial. C'est dans cette catégorie qu'on retrouve les avocats, les notaires, toutes ces personnes qui exercent une activité indépendante. Donc l'entrepreneur, pour ne pas dire le prestataire de service, oui. Lui, il est dans cette catégorie. Donc ça veut dire que c'est une grande partie qui va payer en matière de fiscalité. En matière de fiscalité, c'est pas totalement une grande partie. Mais au Congo, on est d'abord dans un système déclaratif. Déclarer ses revenus. Et donc dans le cas d'espèce, l'entrepreneur devra donc déclarer une prévision annuelle de ce qu'il pourrait obtenir comme bénéfice quand on enlève la charge de son activité et tout, le bénéfice qu'il fait, il devra déclarer. Et c'est donc en considération de cette somme qu'on devrait donc abattre son impôt à payer. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Il y a une expression qui est en vogue actuellement sur les réseaux sociaux et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui utilisent cette expression, c'est freelance. Ça veut dire des gens qui travaillent en toute indépendance. Tu es chez toi, tu as une compétence en Photoshop, une compétence en montage vidéo, en graphisme. Vous dites, écoutez, je vais travailler avec une entreprise. C'est une entreprise qui vous sollicite pour une prestation quelconque. Vous allez travailler en contrepartie d'une rémunération. Est-ce qu'on peut dire que celui qui travaille en freelance est un salarié ou bien un prestataire de service? Le contrat qu'il signe, c'est un contrat de travail ou un contrat de prestation de service? Je dirais que la qualification de contrat de travail, dans un premier temps, ne dépend pas des contractants. Tout cela ne dépend pas des contractants, ni de l'objet, ni du contrat. Mais la qualification de contrat de travail dépend des faits. Si on s'en tient à une jurisprudence de la Chambre sociale du 19 janvier 1996, qui dit que la qualification de contrat de travail ne dépend pas de la volonté des parties, mais plutôt des faits. Et quand on parle des faits, on voit donc, est-ce que dans la conclusion ou dans l'exécution de la tâche, y a-t-il un lien de subordination ou pas? Si on peut voir dans cette
catégorie de contrat un lien de subordination, alors nous ne sommes pas dans une prestation de service. On va donc basculer dans un contrat de travail. Donc si le prestataire, c'est lui qui est freelance, il est en train d'exécuter son travail sous la direction de celui qui lui a donné du travail à faire, on rentre dans un contrat de travail. En revanche, s'il ne fait que sa prestation, c'est-à-dire qu'on le livre, on lui demande de faire tel travail, il fait ses livrables, il dépose tout ça, on lui paye ensuite. Parce que, est-ce que si on fait dans ce cas de figure un paiement après travail, on rentre dans un contrat de travail, ou bien est-ce que la rémunération ou le mode de rémunération va permettre de basculer d'un contrat à un autre? C'est-à-dire, est-ce que si on paye quelqu'un journalièrement, tous les jours on te paye de l'argent, est-ce qu'on va dire que tu fais une prestation de service, ou bien si on te paye mensuellement, forcément tu es dans un contrat de travail? Je dirais que le paiement n'a aucune incidence parce que en termes de prestation de service, on a 3 moyens de paiement. Okay. On peut payer par facture. Lorsqu'on paye par facture, cela signifie qu'on a exécuté la tâche et au finish, on fait le calcul des frais ou des charges et on donne la facture au maître d'ouvrage. On peut payer par devis et quand on parle de devis, c'est là où on peut payer journalièrement selon qu'on fait une tâche, une petite tâche pour dire on aurait travaillé à 10%. On donne un devis pour dire que pour ceci, ça coûtait ceci. Donc à ce moment-là, on pourrait parfois entrevoir un paiement journalier dans ce sens. Mais cela n'enlève pas la qualité de prestation de service. Comme j'ai pu souligner en amont, le plus important serait la subordination. Même si on peut parfois entrevoir dans un contrat de prestation de service que le maître d'ouvrage donne parfois des recommandations. Mais cela n'enlève toujours pas la qualité de prestation de service parce que une grande indépendance est toujours donnée à l'entrepreneur. Parce qu'il arrive souvent que le maître d'ouvrage demande à ce que le travail soit exécuté à certaines heures. Mais cela n'enlève pas la qualité de prestation de service. Oui, donc je comprends tout à fait que le mot subordination ici est très important et ça revient tout le temps. Est-ce que vous pouvez essayer d'expliquer à ceux qui nous suivent ce qu'on entend réellement par subordination? À quel moment on peut parler de subordination? Le lien de subordination, plus particulièrement dans le droit du travail, n'est autre que le fait de travailler sous la direction et sous l'autorité d'une autre personne. Et quand on parle de la direction, c'est-à-dire que c'est cette personne qui vous donne une tâche à exécuter et on contrôle l'exécution en bien tant en mal et a la possibilité de sanctionner tant disciplinairement que par la résiliation ou la résolution du contrat. Donc, pour prendre un exemple concret, nous sommes en train de travailler, vous et moi, vous m'avez donné un travail, je viens tout le temps, c'est-à-dire vous m'avez dit, écoutez, selon le contrat, vous allez travailler de 8h à 16h, et moi je viens de 9h, je viens travailler de 9h à 15h, vous me dites, écoutez, faites 2 semaines à la maison, vous ne revenez plus ici, c'est une mise à pied que je vous donne. Donc si dans ce cas de figure, on retrouve, parce que c'est mise à pied, c'est une sanction. Donc si moi j'arrive à le faire, c'est-à-dire que j'ai le droit, le contrat me permet de le faire, donc ça veut dire qu'il y a un lien de subordination. Il y a un lien de subordination. C'est ça le lien de subordination. Merci pour toutes ces précisions. Alors quels sont les critères juridiques fondamentaux qui permettent de distinguer le contrat de travail du contrat de service? Vous avez souligné déjà le lien de subordination. Est-ce que c'est l'unique critère qui permet de distinguer le contrat de travail du contrat de prestation de service? Le lien de subordination n'est pas le seul élément qui différencie le contrat de travail au contrat de prestation de service ou au contrat d'entreprise. Okay. Parce que dans le cadre de la rémunération, dans un contrat de travail, le salarié est rémunéré au nombre d'heures dont il a travaillé. Au Congo, le temps légal de travail est de 40 heures par mois. Donc le salarié... Ça fait combien d'heures par jour? 8 heures. 8 heures, 7 heures par jour. Oui, en effet, oui. 8 heures par jour. Oui. Et donc, le salarié est payé pour le nombre d'heures qu'il fait et les tâches. Et alors que le prestataire, lui, est payé pour la tâche qu'il a exécutée. Selon le contrat, il peut être payé pour la tâche ou pour le résultat. Donc, tout dépend du contrat qu'ils auraient signé entre l'entrepreneur et le maître d'ouvrage. Même s'il fait 5 heures de travail, tant qu'il n'arrive pas à un résultat bien déterminé, on ne le paye pas. Donc, si, par exemple, parce que c'est vraiment l'exemple typique, on voit les gens qui font... aujourd'hui, c'est un peu partout, les banderoles et tout. Je viens auprès de vous pour que vous me fassiez un design. Si le design que vous m'avez sorti n'est pas agréable, je ne vous paye pas. C'est ça? Ou bien, il faudrait que je paye quand même les heures que vous avez passées sur... Dans la mesure où on aurait donné des recommandations pour une tâche exécutée,
si c'est conforme à ce qu'on a demandé, Oui. on est dans l'obligation de payer même quand on n'est pas satisfait. Ah bon? À charge à l'entrepreneur de prouver ce que le maître d'ouvrage avait demandé. Si c'est ce qu'il avait demandé, il est dans l'obligation de payer. D'accord. Et donc, si le chef avait demandé ce qui a été exécuté, il est dans l'obligation de Il est payer. dans l'obligation de payer. Même s'il n'est pas satisfait à 100%. La satisfaction, on dirait quoi? C'est moral. Parce que si on est en face d'un contrat Oui. qui stipule bien les modalités ou comment on devait exécuter et que c'est conforme à la chose, on est dans l'obligation de payer même quand notre regard n'est pas content de ce qu'on voit. Ah oui. D'accord, merci. C'est très important parce que ce sont des détails très importants pour éviter parfois certains conflits. Oui. Il y a des gens qui sont très compliqués. Ils disent non, moi, c'est pas ce que je t'ai demandé, alors qu'à la base, effectivement, c'est ce qu'il a demandé. Et puis, ils voient peut-être, puisque généralement, ceux qui font, je sais pas, est-ce qu'en matière de contrat de prestation de service, il faut, le prix est fixé en avance ou bien on peut le fixer après? Le prix peut être fixé en avant, tout comme après. Et donc, quand on fixe le prix après, c'est lorsque j'ai parlé de la facture. Oui, On donne alors une facture. Et lorsque le prix est fixé au est préalable. fixé au préalable, là, on parle d'un contrat où on fixe déjà toutes les modalités, mais c'est quand même un peu dangereux parce que les coûts des travaux peuvent parfois excéder. Oui. Et dans le cas d'espèce, l'entrepreneur ne peut pas obliger le maître d'ouvrage à payer plus oui. qu'il n'avait demandé dans au le préalable, contrat oui, principal, à moins qu'il y ait un accord entre les deux parties pour l'augmentation. Et c'est pourquoi la plupart des gens qui choisissent ce contrat ou qui choisissent cette partie, les entrepreneurs, ils font souvent des factures ou des devis. Et souvent, ils choisissent cette façon de faire parce que c'est après, ils vont constater, ils vont faire une étude sur le terrain pour voir il y a tel différent, telle difficulté. Bon, voici ce que je peux demander. Bon, vous achetez ça, moi, pour mon travail, je facture comme ceci. C'est très important et ça permet de se protéger. Alors, vous avez parlé, il y a quelque chose que vous avez soulevé, l'indépendance. Oui. Donc, la liberté d'organiser son travail. Oui. Est-ce que c'est un critère essentiel pour caractériser un contrat de prestation de service? La liberté, oui, je dirais que c'est un critère essentiel parce que cela fait partie de... Cela montre bien l'indépendance qui existe dans l'exécution de sa prestation pour l'entrepreneur. On dirait que c'est un critère qui est essentiel parce que dans un contrat de travail, même si c'est une exécution d'actes matériels, celui-ci le fait en toute subordination ou en toute dépendance de l'employeur. Ça, c'est dans le contrat de travail. Alors que dans la prestation de service, c'est en toute indépendance. Le plus important est d'exécuter la tâche. Donc, ça veut dire quoi? Est-ce que, si on prend un cas concret, l'indépendance ici dans l'organisation du travail ou la liberté dans l'organisation du travail, oui, c'est de se dire, bah, écoutez, on m'a demandé de faire un travail à rendre demain, je vais le faire à minuit. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de faire ça la journée. Comme un salarié, par exemple, tu arrives au boulot de 7 heures, tu dois travailler jusqu'à 16 heures, par exemple, puis le lendemain, tu viendras et tout. Tu te reposes que les samedis, dimanches, les jours fermés, comme on dit. Mais non, est-ce que l'entrepreneur, si on est dans un contrat de prestation de service, est-ce qu'on est obligé d'arriver tous les jours, vous travaillez de 7h à 18h, ou bien on peut se dire, bah, écoutez, on a une liberté, donc on peut venir de 17h, on travaille pendant 1 heure. Il suffit qu'en fin de semaine ou qu'en fin de journée, qu'on rende le travail qui a été demandé. C'est ça l'indépendance ou c'est ça la liberté? Oui, c'est ça l'indépendance. Mais il arrive souvent que le maître d'ouvrage oblige aussi certains horaires à l'entrepreneur, c'est-à-dire vous travaillez de telle heure à telle heure. Mais cela n'empiète pas à cette liberté qui est laissé à l'entrepreneur d'exécuter son travail. Parce que l'entrepreneur peut exécuter la tâche lui-même, tout comme il peut déléguer à d'autres personnes à exécuter, associer, voilà, ce qu'on appelle par la sous-traitance. Ah, il peut sous-traiter donc le travail. Quels sont les principaux droits pour le travailleur dans un contrat de travail? Les principaux droits du travailleur dans un contrat de travail, dans un premier temps, déjà qu'on va dire le plus fondamental et le plus essentiel, serait le droit à la rémunération, le droit à être payé pour sa tâche exécutée. Mais outre cela, le salarié a le droit à une sécurité, à une bonne santé. On ne peut pas exposer un salarié à un travail dangereux. L'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger son salarié. L'employeur, oui. L'employeur doit prendre toutes ces mesures afin de protéger ses salariés dans l'exécution de leurs tâches. Mais outre cela, à part cette sécurité, on dira dans les faits ou dans l'exécution, on a aussi la sécurité sociale qu'on a pu
dont on a pu discuter en amont, amont, oui. notamment sur des cas de maladies professionnelles ou accidents de travail, ou sur les assurances pensions et tout autre comme l'assurance logement et tout, dont j'ai déjà pu citer comment l'employeur a une grande charge pour la sécurité du salarié. Sociale du salarié. Donc, vous avez signé, est-ce que c'est tout ou bien il y a d'autres éléments? Ça dépend aussi du contrat. Quand on est dans un CDD, un salarié... CDD, évitons avec les sigles, s'il vous plaît. Un CDD qui a un contrat à durée déterminée, le salarié ne peut... Le contrat ne prend fin qu'à l'échéance du contrat. En droit congolais, le CDD, le contrat à durée déterminée, doit avoir une limite de 2 ans. Il ne doit pas dépasser les 2 ans. Donc on dira peut-être, à la fin, le contrat doit prendre fin... Dans 2 ans. En 2 ans, à l'échéance du contrat. Mais il arrive exceptionnellement que l'employeur puisse déroger à la règle en cas de consensus entre les deux parties, mais aussi en cas de non-rendement de la part de l'employé ou de faute lourde de sa part. Donc, ça veut dire que c'est un contrat, puisque vous avez dit que l'employeur, en cas de consensus, moi je vois déjà qu'on est arrivé à échéance, mais on dit, écoutez, on prolonge, ou bien on arrive même quand je parle de consensus, c'est-à-dire par consentement mutuel, avant l'échéance, on se dit, on s'arrête là. Dans ce sens-là. Consentement mutuel. Mais dans ce sens où on arrive à échéance, surtout si on a déjà épuisé les 2 ans, mais que le travail continue, à ce moment-là, on va basculer vers un contrat à durée indéterminée. Si on ne veut pas basculer dans un contrat à durée indéterminée, CDI, il faudrait pour nous que nous puissions faire un contrat de renouvellement, qu'on renouvelle le contrat à durée déterminée, c'est ça? La limite serait 2 ans. Donc juste renouvellement compris. Oui. Donc 2 ans, renouvellement compris. Maintenant, la durée normale d'un contrat de travail à durée déterminée, c'est combien d'années, combien de mois finalement? Ça varie entre 3 mois et 2 ans. 3 mois et 2 ans, je suppose. 3 mois, oui. On peut renouveler jusqu'à 2 années. Ok, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Mais outre cela, le travailleur a aussi une obligation de conseil. Il a une obligation de conseil. Oui. Il devra conseiller l'employeur sur, comme en droit on dit, l'obligation d'information incombe à celui qui sait. Et dans la mesure où le salarié sait quelque chose ou sur une activité qui est dangereuse pour la société, il a l'obligation d'en informer ou de conseiller son employeur. Donc il a cette obligation de conseil envers son employeur. Donc ce sont des critères fondamentaux du droit du contrat de travail. Vous avez dit, écoutez, il y a une rémunération dans un premier temps et il y a une précision que nous voulons faire à ce niveau, c'est que la rémunération n'est pas forcément en termes numéraires, ça veut dire que ce n'est pas forcément l'argent. On peut recevoir des vivres, non? On peut recevoir... Est-ce qu'un paiement en nature est en contrat de travail, le paiement en nature n'est pas accepté. C'est un contrat à titre onéreux. C'est un contrat à titre onéreux, donc il faudrait directement qu'il y ait un paiement. Donc le salaire ici doit être en numéraire, c'est ça? En numéraire. Donc on ne peut pas payer quelqu'un, écoutez, on prend par exemple des vivres, on te donne des provisions pour ta maison. Non, c'est un contrat à titre onéreux. C'est un contrat à titre onéreux. Pour aller plus loin, le Code du travail congolais parle même de monnaie. Oui. Le salarié doit être payé en monnaie utilisée dans le pays. Oui, c'est super intéressant. C'est pour plus de précision, puisque on peut prendre quelqu'un, écoutez, on vous donne des vivres, vous dites, voilà, c'est le salaire qu'on vous a payé. Mais est-ce que, pour aller un peu plus loin, est-ce que ce paiement, est-ce qu'on peut compléter le paiement en numéraire par un paiement en nature? Compléter? Ça veut dire que vous avez un salaire, mais tout le temps, on vous permet de sortir avec des vivres, quelque chose à manger, des provisions pour votre famille. Parce que je vois ça régulièrement pour les employés, par exemple, de maison, ceux qui travaillent en matière de maison. Forcément, certains signent des contrats de travail. Et dans ce cas de figure, souvent, on leur donne des vivres. Mais est-ce que ces vivres sont comptabilisés dans leur salaire? Je pense plus que c'est une assistance qui est donnée à ces personnes. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que ces personnes qui font du travail domestique ne sont pas souvent payées au SMIC. Ils ne sont même pas inscrits à la sécurité sociale. Et je pense que ça, c'est une manière pour les employés, les employeurs de faire ce que la sécurité sociale devrait faire. En donnant des vivres, en soignant le salarié et tout autre. Donc, mais normalement, est-ce que c'est normal d'employer quelqu'un dans le cadre d'un contrat de travail et puis ne pas l'inscrire à la sécurité sociale, puisque vous avez dit que le travailleur ou le salarié, plus précisément, a droit à
une protection sociale. Ce n'est pas accepté. À ce moment-là, on bascule dans ce qu'on appelle en droit du travail par la dissimulation du travail. On est dans une dissimulation. Et dans ce cas de figure, si les inspecteurs du travail font un procès verbal pour voir tout cela, l'employeur pourrait être tenu à payer des amendes auprès de la sécurité sociale, mais également à l'inspection des impôts. Parce que cela fait perdre aux caisses de l'État, on dirait peut-être l'IRPP. Oui, le revenu sur les personnes physiques. Mais c'est très intéressant parce que il est important de conseiller aussi parce que les gens se disent, écoutez, qu'est-ce que je risque? De toutes les façons, même si je l'emploie, est-ce que je suis obligé de parler de la sécurité sociale? Est-ce que c'est même important? Voilà. Et le problème, c'est que et les personnes qui travaillent et les employeurs, souvent, on n'est pas au courant. On n'a pas l'information. Donc, il y a des gens qui peuvent entrer dans des abus, comme je l'ai dit en introduction. C'est-à-dire que vous abusez de quelqu'un, de votre travailleur, sans vous en rendre compte. Et à côté, il y a le travailleur parfois qui se trouve dans des erreurs juridiques sans qu'il soit informé lui-même. Donc, d'où l'importance de faire ces différents épisodes dans le cadre de ce podcast pour sensibiliser, pour informer, pour donner l'information aux gens qui n'en ont pas. Vous voyez que c'est très important quand on est employeur d'inscrire dans un premier temps le salarié à la sécurité sociale. Aussi, il faut le payer au SMIC. Parce qu'après, s'il va se plaindre en justice, on peut payer plus que ça. Donc, c'est important en comptabilisant le nombre d'années que la personne aurait travaillé. Vous voyez un peu. Donc, c'est quand même important de régulariser déjà sa situation. Même si on ne le faisait pas, une fois qu'on nous a informés, essayons de régler la situation, de l'arranger. Parce que sinon, ça va être très compliqué pour nous par la suite. Vous avez dit que dans le cadre du contrat de travail, l'employeur vise également une sécurité pour le salarié. Une sécurité dans le cadre du travail. Et si les risques professionnels adviennent, qui aura la responsabilité ou sur qui va peser la responsabilité de ces risques? Dans le cas d'un contrat de travail, en cas de risque, à ce moment-là, on pourrait dire que le contrat de travail s'apparente un peu au contrat de mandat. Il y a comme une représentation de la part du salarié. Le salarié, dans l'exécution de ses tâches, il représente presque l'employeur. Et donc, dans son exécution, les fautes, tant qu'elles ne sont pas lourdes, engagent la responsabilité de l'employeur. C'est à l'employeur de réparer. D'où l'obligation pour lui de l'inscrire à la sécurité sociale afin que cette charge incombe à la sécurité sociale. Et non pas à lui personnellement. Et non pas à lui. Même si les premiers soins doivent être donnés par l'employeur avant de faire la déclaration, parce que c'est une procédure qui peut parfois être lente. À ce moment-là, l'employeur, dans un premier temps, a l'obligation d'assurer son salarié avant que la sécurité sociale n'arrive à la charge, qui à ce moment-là pourrait se retourner, pour ne pas dire... Oui, c'est s'orienter directement vers se rabattre sur la sécurité sociale et puis voilà. Vous avez dit que c'est l'employeur qui supporte normalement parce que le salarié ou l'employé n'est que le représentant de l'employeur. Il est en train de travailler pour l'employeur et donc s'il y a risque, s'il y a, sauf faute lourde de sa part, de ses fonctions. Oui, de sa part, c'est l'employeur qui est obligé de répondre. Ce qui signifie s'il y a un accident de travail, forcément, l'employeur doit s'activer pour essayer d'apporter les premiers soins. D'où l'importance d'inscrire un salarié à la sécurité sociale parce que s'il advient un danger, s'il advient un accident de travail, on a une aide qui quitte à gauche pour arriver, c'est-à-dire que l'État va nous apporter un peu son soutien, la sécurité sociale autrement dit. Au nom de la solidarité nationale. Au nom de la solidarité nationale. Quels sont les risques juridiques pour un employeur qui utilise un contrat de prestation de service à la place d'un contrat de travail? Le risque pour cet employeur, comme on a pu le dire en amont, on est dans la dissimulation d'un travail. On est dans la dissimulation. Et donc, dans le cas de la dissimulation, on commet une fraude non seulement devant le fisc, mais aussi devant la sécurité sociale. À ce moment-là, si la situation devient incontrôlable, c'est-à-dire que l'inspecteur du travail arrive à découvrir qu'il y a une dissimulation, à ce moment-là, des amendes, pour ne pas dire c'est une sanction pénale, c'est une sanction pénale pour les personnes morales. Oui. Ouais. Donc, des amendes pourraient advenir pour la dissimulation de ce poste. Et donc, on pourrait donc comptabiliser le nombre d'années ou le nombre de mois que la personne aurait travaillé au prorata pour le paiement.
Mais souvent, cela s'élève entre 100 000 et 1 million et... C'est quand même beaucoup d'argent. Donc c'est quand même beaucoup d'argent. C'est important donc de requalifier le contrat s'il y a lieu. Parce que si on est conscient, d'où l'importance de savoir est-ce que j'exerce un lien de subordination, un pouvoir de subordination ou de direction plutôt sur l'employeur, sur l'employé ou le salarié. C'est très important, ça permet de requalifier le contrat de travail. Parce que les gens voient que les bénéfices, ils ne voient pas les dangers juridiques derrière, parce que en faisant des bénéfices, on est capable de payer toute notre richesse parce qu'on a voulu faire quelques bénéfices. Donc c'est toujours important de prendre un peu de bénéfices, mais en restant dans le cadre juridique, parce que ça nous protège nous et ça protège de l'autre côté l'employeur, parce que l'employé plutôt. Parce que la difficulté, c'est à ce niveau-là. Les gens veulent faire trop de bénéfices et on ne veut pas faire de contrat de travail. Parce qu'après, si l'autre partie se plaint en justice, ben voilà, on peut perdre tout ce qu'on a. Tout ce qu'on a, oui. C'est ça le danger. Vous avez déjà commencé à le dire un tout petit peu quand on a parlé de contrat à durée déterminée. J'aimerais savoir comment se termine concrètement un contrat de travail en République du Congo. Comment normalement un contrat de travail est censé se terminer lorsqu'on parle en tant que juriste? On dira d'abord, si on prend le cas d'un contrat à durée déterminée, comme j'ai pu le dire, le contrat de travail prend fin à l'échéance du contrat. Mais il peut aussi prendre fin en cas d'accord entre les deux parties pour mettre fin au contrat. Mais outre cela, nous avons aussi des cas fortuits, je dirais fortuits, pas cas de force majeure. Oui. Mais il y a aussi des cas de force majeure tels que la diminution de l'activité économique qui parfois emmène l'employeur à un chômage économique, c'est-à-dire l'activité baisse. On est donc dans l'obligation de diminuer le personnel. De licencier un certain nombre de personnes. Et aussi, on pourrait citer les fautes lourdes. Si le salarié dans l'exécution de ses fonctions a pu commettre une faute lourde, l'employeur est en droit de le licencier. Ou s'il est en manque de résultats, on peut recruter quelqu'un pour un travail, mais arrivé sur le terrain, on comprend que la personne n'est pas compétente. C'est un motif légitime pour résilier le contrat. Mais outre cela aussi, on pourrait citer le fait pour la société d'être dissoute. Quand la société est dissoute, elle n'existe plus. Il n'y a plus de travail. À ce moment-là, le contrat de travail pourrait être résilié. Donc, pour faire simple, lorsque l'entreprise ferme. Lorsque l'entreprise ferme, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de tâches à exécuter. Oui. Comme on pourrait dire, l'objet a disparu. Pourquoi le contrat devrait subsister? Alors que c'est un élément essentiel. Donc, vous avez cité, moi je recense 3 éléments. Hein. Le premier, c'est l'échéance du contrat. Vous avez signé un contrat pour 2 ans. Ben, les 2 ans sont arrivés, le contrat prend fin. Ça, c'est normal, naturel, une morte ou une fin normale d'un contrat de travail. La deuxième possibilité, c'est le licenciement en fonction de tout ce que vous avez commis, faute lourde, tout ça. C'est pas moi, diminution de l'activité économique pour l'employeur, donc il y a licenciement. Troisième possibilité, c'est lorsque l'entreprise ferme, pour faire simple. Lorsque l'entreprise ferme, on peut, en ce moment-là, le contrat prend fin, le contrat de travail prend fin. Et en termes de contrat à durée indéterminée, à ce moment-là, il y a une liberté qui existe entre l'employeur et le salarié de pouvoir résilier le contrat. Chacun pourrait résilier le contrat. Donc résilier veut dire mettre fin à un contrat. Mettre fin à un contrat, tout en respectant un certain nombre de procédures, parce qu'il y a un préavis qui doit être fait. Il y a aussi un élément qui me vient à l'esprit, c'est la démission. La démission. Oui, donc un salarié peut démissionner pour mettre fin à un contrat de travail. Mais là encore, il y a une procédure à suivre. Parce la procédure, c'est toujours dans ce sens où il y a un délai à respecter. Il faut donner un préavis à l'employeur, lui signifier que j'ai trouvé un autre boulot ou je dois m'installer ailleurs. À ce moment-là, je vais donc quitter le boulot. Je vous donne 15 jours. Cela permet à l'employeur de trouver un remplaçant. Et c'est pareil pour l'employeur. S'il veut résilier le contrat, il doit le faire. Et s'il le fait abusivement, sans motif légitime, à ce moment-là, l'employeur doit des dommages et intérêts aux salariés. Tout comme le contraire, mais uniquement si l'employeur prouve que le fait pour le salarié d'avoir démissionné lui aurait causé des dommages. Donc, quand vous parlez d'abus en matière d'employeur, d'abord, on regarde l'employeur. Quand il abuse dans
le licenciement, dans le contrat, dans la résiliation du contrat. Oui. Quand vous parlez d'abus, vous faites allusion à quoi finalement? Est-ce qu'on peut prendre un exemple concret parce que les gens qui suivent ils doivent avoir l'information? Oui, parce qu'on dit la résiliation du contrat doit avoir un motif réel et sérieux. Dans la mesure où on doit mettre fin à un contrat sans motif réel et sérieux, c'est-à-dire le travailleur travaillait bien et il exécutait sa tâche comme il fallait, mais par exemple pour une considération religieuse, ou ethnique ou tout autre, politique, tout cela, l'employeur décide de mettre fin au contrat, c'est abusif à ce moment-là. Ou peut-être, très souvent dans notre société congolaise, des avances entre le patron et la pauvre salariée pourrait advenir aussi un licenciement abusif. Donc si l'employé refuse, dit écoutez, je ne peux pas sortir avec vous, vous êtes mon patron et tout, et que demain elle est licenciée, c'est un licenciement abusif. Donc ça veut dire que cette dernière peut saisir le juge et pourra obtenir gain de cause. Pourrait obtenir gain de cause. Là encore, il faudrait qu'il y ait soit un avocat ou soit un conseil juridique assez efficace pour obtenir gain de cause. Elle pourrait toujours commencer par l'inspection du travail. Ah oui, donc on commence par l'inspection du travail. Pourrait toujours, mais il y a la possibilité d'aller directement au prud'homme. Elle peut commencer par l'inspection du travail. Tribunal social à nous ici, tribunal du travail, tribunal social. Donc, elle peut commencer par l'inspection du travail. Il y aura des négociations entre l'inspection et l'employé et l'employeur. Mais si ça n'advient rien, à ce moment-là, elle pourrait faire un recours devant le tribunal. Oui, d'autant plus que le droit du travail, c'est un droit mixte, puisqu'on parle de l'inspection du travail, c'est une administration, une partie de l'administration. Donc, ça veut dire qu'elle peut tenter ce recours-là dans le cadre de cette institution. Et ceci pourrait donner lieu à une reconduction, c'est-à-dire on lui remet dans ses fonctions. Mais l'employeur pourrait toujours décider de ne pas accepter. À ce moment-là, il s'expose à un paiement de dommages et intérêts calculé au nombre d'indemnités qu'elle aurait pu avoir si elle avait continué à travailler. Donc, mais dans tout le cas, l'employeur est exposé et donc il doit normalement, donc c'est l'importance de connaître un peu le droit du travail, de connaître un peu les règles qui dirigent notre société. C'est vraiment important, moi je trouve. Pourquoi? Parce qu'un employeur averti saura comment agir ou comment réagir. Un salarié ou une salariée avertie saura quoi faire, à quel moment. Pourquoi le faire? Parce que le problème, c'est que les gens font des choses sans avoir l'information et qui dit l'ignorance tue, comme on dit. Juridiquement, on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Donc. Le problème, c'est qu'au Congo, nombreux sont des gens qui ignorent la loi. Je dirais que les Congolais n'ignorent pas totalement la loi. Oui. Mais les Congolais sont pris par, je dirais, un chantage économique. Ils sont pris par un chantage économique. Le taux de chômage, il est tellement élevé que lorsqu'un Congolais arrive à trouver un emploi, il ne veut pas se créer des histoires. Il ne veut pas se créer des histoires. Il met le droit à côté. Il se dit, le plus important pour moi serait de nourrir ma famille, de me vêtir et tout. Le reste, bon, on laisse. Mais j'entends par-ci par-là les entreprises se plaindre de tous ces contrôles qui se font par l'inspection du travail. Et ils se plaignent dans ce sens que les inspecteurs arrivent parfois 10 fois par mois. Ils se plaignent, mais ils ne disent pas pourquoi ils viennent 10 fois par mois. Moi, j'ai une idée pourquoi ces inspecteurs arrivent 10 fois par mois. Parce que quand ces inspecteurs arrivent, ils arrivent à déceler des manquements, pour ne pas dire des violations de la règle. C'est pour ça, et sans dire n'importe quoi, on sait quand même ce qui peut se dire, ce qui se voit ici. Et s'ils repartent là-bas, c'est parce qu'ils savent qu'il y a des violations et ces entreprises savent comment calmer leurs ardeurs. C'est pour ça qu'ils y repartent. Alors, on va basculer, on quitte le contrat de travail pour parler du contrat de prestation de service. Comment prend fin un contrat de prestation de service? Le contrat de prestation de service, il prend fin comme tout autre contrat, on pourrait dire dans la violation des obligations qui sont prévues. Si l'autre n'a pas exécuté sa tâche, le contrat pourrait prendre fin. Mais outre cela aussi, la mort de l'entrepreneur met fin au contrat. Si le contrat a été signé avec pour objet l'intitut personnel, comme le contrat de travail, c'est en considération de la personne. Mais parfois, le prestataire de service pourrait être une entreprise. À ce moment-là, même quand c'est le gérant qui meurt, le contrat pourrait continuer parce que ce n'est pas en considération de la personne, mais c'est en considération de l'entreprise. À ce moment-là, le contrat pourrait continuer.
Mais outre cela, il y a encore d'autres causes inhérentes à cela, notamment si la chose qui a été livrée, notamment si on est dans la livraison d'une chose, on a plusieurs contrats. Philippe Mallory et Laurent Hennes qualifient le contrat d'entreprise de fourre-tout, pour ne pas dire l'homme à tout faire des contrats spéciaux. On y met un peu tous les contrats dont on ne sait pas où les ranger, soit le contrat garagiste, le promoteur immobilier et tout cela. Et donc à ce moment-là, on pourrait aussi rajouter quand on a livré ce que vous avez pu soulever en amont, lorsque la livraison n'est pas conforme à l'objet. C'est pour ça qu'on dit le contrat doit stipuler cela. Est-ce que le contrat s'attardait sur la tâche ou sur le résultat? Si c'était sur le résultat, à ce moment-là, si on arrive et que le résultat n'est pas escompté, le contrat pourrait prendre fin. Mais il arrive aussi, déjà à ce moment-là, le contrat de prestation de service peut parfois être assimilé au contrat à durée déterminée parce qu'il y a une tâche et une date d'échéance de livraison. Donc on pourrait dire que c'est un contrat à durée déterminée. Oui, sous cet angle-là. Sous cet angle-là, oui. C'est pas pour affirmer. On pourrait souligner une dérogation au droit commun et que dans ce contrat, une possibilité est laissée au maître d'ouvrage de résilier ce contrat de façon unilatérale. Mais comme on dit, c'est à ses risques et périls, tout en payant les charges qui ont déjà été exécutées par l'entrepreneur. Donc s'il avait déjà eu à dépenser tout cela, le maître d'ouvrage est dans l'obligation de payer. Non, c'est super important, c'est intéressant tous ces détails. Alors, est-ce que, à votre avis, un contrat de travail et un contrat de prestation de service doivent normalement être écrits? Est-ce qu'ils doivent toujours être écrits si vous voulez donner conseil aux travailleurs congolais? Aux employeurs, bien entendu. Je dirais, s'il y a un conseil, il faut que je donne aux travailleurs congolais, c'est de toujours avoir un écrit, même si la jurisprudence a admis que lorsqu'on allègue un lien de subordination, c'est à l'employeur de prouver que ce lien de subordination n'existait pas. Oui. Donc, il y a un retournement de charge. Oui, de charge de la preuve. Donc, si, par exemple, je suis salarié dans une entreprise, le problème, c'est que je n'ai pas de contrat de travail. Le problème, c'est que je n'ai pas de contrat de travail écrit. Oui. Parce qu'au Congo, beaucoup de personnes se retrouvent dans de telles situations, surtout ceux qui travaillent avec les Chinois. Moi, je vais le dire clairement. Ceux qui travaillent dans les entreprises chinoises n'ont pas vraiment de contrat de travail écrit. Donc, imagine si je suis un tel employeur, un tel employé, plutôt un tel salarié. Je travaille sans contrat de travail écrit et que je suis licencié abusivement. Est-ce que je peux me plaindre au tribunal? Oui, il y a la possibilité de se plaindre au tribunal puisqu'on pourrait alléguer un commencement de preuve. Il y a une contrepartie qui est là. S'il y a une contrepartie financière appelée salaire, s'il peut déjà prouver le salaire qui lui a été versé, c'est un commencement de preuve. À ce moment-là, la charge revient à l'employeur de prouver qu'il n'existait pas un lien de subordination entre lui et le salarié. Je vais encore un peu plus loin. Imaginez que je travaillais, mais je recevais mon salaire dans une enveloppe et je n'ai aucune traçabilité du salaire que je recevais. Comment faire alors dans ce cas de figure? C'est-à-dire que c'est l'employeur qui notait, par exemple, qui avait des fiches, qui notait mes pointages, qui notait mon salaire mensuel, mais moi, je n'ai aucune fiche avec moi. Comment est-ce que je vais prouver devant le juge, d'autant plus que le contrat n'est pas écrit, que j'ai travaillé dans cette entreprise, qu'on m'a licencié abusivement, mais je recevais un salaire de temps, voilà, en chiffres ou en montant? Vous voyez que c'est un peu plus compliqué dans ce cas de figure. Oui, c'est un peu plus compliqué, mais en droit de travail, la preuve, elle est libre. C'est un peu comme en droit commercial. On pourrait toujours prouver ce lien de subordination ou la contrepartie financière de n'importe quelle manière, que ce soit par un témoignage ou tout autre. Donc, on peut toujours emmener en termes de témoignage. De témoignage et tout. Et puis, prouver qu'on a travaillé dans cette entreprise. On a travaillé dans cette entreprise. Le but, c'est d'inverser la charge de la preuve. La charge de la preuve, qui pourrait parfois advenir à la vérification des comptes de l'employeur, pour savoir quelles transactions faisait-il et tout autre. D'accord, merci beaucoup pour tous ces détails. Alors, pour conclure, quel message essentiel faut-il retenir pour éviter les conflits liés au mauvais choix de contrat de travail, de contrat en fait, que ce soit de travail ou de prestation de service? Je dirais aux Congolais que ce soit un contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, parce que dans un contrat à durée indéterminée, il est admis que le contrat soit consensuel, c'est-à-dire que ce soit oral, qu'il n'y ait pas d'écrit. L'obligation est faite pour un contrat à durée déterminée, mais de préférence qu'il y ait toujours un commencement de preuve. Le contrat doit
être écrit pour plus, c'est un formalisme, c'est pour plus de protection. Parce qu'il est parfois, le droit c'est un monde de preuves. C'est pas toujours ce qu'on allègue qui est vrai. Donc il faudrait toujours avoir la preuve de ce qu'on fait. Et donc il est nécessaire pour tout contrat, que ce soit un contrat de prestation de service ou un contrat de travail, d'avoir un écrit. C'est important. Même si c'est un pointage, même si c'est pas le contrat en lui-même, mais au moins un pointage qui prouve qu'on a reçu un salaire, qu'on a reçu une rémunération pour la tâche exécutée. Cela pourrait protéger, cela protège mieux. Parce que dans ce cas d'espèce, la partie faible serait le salarié et l'entrepreneur. L'employeur est une partie forte dans ce type de contrat. Dans un contrat qui n'est pas écrit, dans le commencement de preuve n'existe pas. Dans le cas de figure. Merci beaucoup, Monsieur Lenny Babela, d'être passé sur notre plateau. Quel est votre mot de la fin pour celles et ceux qui nous suivent? Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux Congolais qui nous ont suivis jusqu'ici? Ce que je pourrais dire aux Congolais qui nous ont suivis, c'est qu'il faut faire attention aux contrats que nous signons, parce que je suis Congolais aussi, aux contrats que nous signons. C'est avec beaucoup de tristesse que je vois la situation vécue, surtout dans le domaine des écoles privées. Comment nos frères et sœurs sont brimés par ces personnes qui renouvellent des contrats à durée déterminée près de 10 fois. Près de 10 fois pour 10 ans. Ils ne sont ni inscrits à la sécurité sociale et même pas payés au SMIC. Alors, le conseil que je donnerais, c'est de toujours faire en sorte d'avoir un commencement de preuve de vos contrats, histoire de vous protéger et de protéger aussi votre famille, parce que un salaire, c'est pas toujours à titre personnel. Par ricochet, ça permet à d'autres personnes de vivre. Et donc, pour vous protéger, il est nécessaire d'avoir un commencement de preuve. Parce que bon nombre de Congolais n'ont pas leur contrat de travail. Ils signent un contrat de travail, mais c'est l'employeur qui le garde. Lui-même, il n'en a pas. Il n'a pas une copie. Alors que c'est un contrat synalagmatique qui oblige deux exemplaires originaux. Oui, voilà. En effet, oui. Ok, merci beaucoup pour ce mot de la fin. C'était pour encourager nos compatriotes, encourager nos frères et sœurs. Merci mesdames et messieurs d'avoir regardé cette émission jusqu'à sa fin. Nous vous disons à une nouvelle vidéo, à une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager, de commenter si vous avez quelque chose à dire en fonction de la discussion que nous avons eue avec Monsieur Lenny Babela. On se dit à samedi prochain. Merci.